Salam alaikum, bienvenue à tous ومرحبا بكم في هذا الويبينير جديد عاوتاني organisé par l'Union marocaine des physiothérapeutes kinésithérapeutes du secteur privé région Casa Stage aussi وكنرحبوا اليوم bien sûr notre kinésithérapeute de sport Fadel Salahdine qui va nous parler aujourd'hui de la prise en charge des ligamentoplasties du genou et on va insister un peu sur le côté le retour optimal à la performance. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à suivre le sujet du genou. Et il ne me restait plus qu'à souhaiter la bienvenue au collègue Salahdine et à lui laisser la main. Donc, merci, Sir Hamza. Toujours un plaisir de vous revoir encore et d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, en continuité des autres webinaires où on a parlé des ligamentoplasties, prise en charge des ligamentoplasties du genou, spécifiquement le ligament croisé. C'est une série de webinaires. On a commencé par l'approche des neurosciences par rapport à l'actualité, on va le rajouter par rapport à la prise en charge des ligamentoplasties. Quelques études qui ont été faites, on a présenté quelques études qui ont été faites récemment. Donc c'était pour contextualiser un petit peu les nouvelles approches et les nouveaux procédés de prise en charge des ligamentoplasties. Parce qu'on est plus dans la globalité que dans la spécificité de l'articulation et le genou. L'articulation, le muscle, le ligament, le genou spécifiquement. Donc on est plus dans une approche globale. Donc aujourd'hui on va parler du retour au sport. On va parler toujours de la méthode avec laquelle je vais travailler. Même chose par rapport aux autres webinaires. Je suis plus dans un contexte plus global, dans une approche modélisée, proposer des modèles, proposer des approches de prise en charge pour pousser un petit peu nos confrères et amener à suivre des guidelines, des modèles de prise en charge, tout en ayant la liberté d'introduire ou bien de changer, de modéliser, de contextualiser notre prise en charge par rapport aux besoins du patient. Ok. Donc, je vais commencer. Donc, c'est bon? Okay. Ça a le diapo? Oui, on arrive à voir la présentation, oui. C'est bon, ouais, bismillah. Donc, l'objectif principal de cette présentation, c'est d'actualiser le concept classique de rééducation du SRA. On va parler de façon générale de la chirurgie, de la rééducation, et sensibiliser les praticiens sur l'importance de la prise de décision. Je mets l'accent dessus. La prise de décision, c'est pas l'aspect chronologique, c'est-à-dire qu'il va retourner au sport à partir du 6e, 7e, 8e, 9e mois, qui nous apporte plus que c'est une décision à prendre de façon collégiale, de façon multidisciplinaire, pour permettre aux sportifs de reprendre le sport dans les meilleures circonstances. Être attentif quant aux critères et démarches du RTP, c'est ça ce que je viens d'expliquer. Donc, des généralités, j'ai déjà cité ça dans les derniers webinaires. La lésion du ligament croisé pour un sportif de haut niveau ou bien un amateur demeure une pathologie avec des conséquences néfastes importantes par rapport à la pratique sportive, le devenir à long terme de genoux, spécialement les ostéoarthropathies, arthrose et tout ça. Les blessures du ligament croisé sont des pathologies de plus en plus fréquentes ces 20 dernières années chez les enfants et les adolescents physiquement actifs. Pourquoi? On va voir ça dans le prochain webinaire, plutôt le quatrième webinaire par rapport à la prévention et les approches prophylactiques. On va voir pourquoi il y a une véritable pandémie des lésions du ligament croisé.
au moins 70% des blessures de ligaments croisés surviennent sans contact. La lésion du LCA a une incidence supérieure chez l'athlète féminin comparativement à l'athlète masculin. C'est à cause de plusieurs facteurs, facteurs hormonaux, facteurs biomécaniques aussi. Le risque de récidive itérative ou non est également répertorié comme supérieur chez cette dernière. Le mécanisme lésionnel, c'est plutôt durant les décélérations, changement de direction, réception de saut. Une étude a été faite récemment, publiée sur le journal British Journal of Medicine, le journal de médecine britannique. Vous pouvez le consulter sur la page internet Kinesport, une page internet qui est très intéressante, qui fait beaucoup d'actualité sur les publications scientifiques et les synthèses par rapport à plusieurs sujets qui touchent la kinésithérapie du sport et la kinésithérapie de façon générale. Donc cette étude a été faite dans la série A, la première division en Italie. On a essayé de répertorier les mécanismes, la pathomécanique de lésion du LCA et les patterns situationnels, c'est-à-dire où est-ce que le joueur, quand est-ce que le joueur a cette lésion. Et donc on a premièrement répertorié les mécanismes, c'est-à-dire on a une prévalence des lésions sans contact ou bien contact indirect, c'est-à-dire durant une confrontation ou bien un essai d'esquive de l'adversaire durant une action d'attaque, par exemple. Les patterns, la biomécanique, 81%, c'est un valgus dynamique. Dans les 4 patterns les plus fréquents, les 4 patterns, on va les voir. Pattern situationnel, c'est-à-dire réception après un saut, reprenons l'équilibre après une frappe, étant taclé ou bien en pressant ou en taclant, c'est-à-dire en situation de confrontation. Donc, on a fait une déduction qu'il était nécessaire de se focaliser davantage sur les ruptures liées à des contacts indirects où le rôle des perturbations externes situationnelles joue un rôle très important. Et ça va être transposé dans la rééducation et la prise en charge du kiné. Elle doit être transposée et utilisée. Donc, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Génétiques, les facteurs génétiques jouent probablement un rôle, bien que ces facteurs de risque de blessure soient examinés que depuis peu. On peut citer parfois la forme des échancrures intercondyliennes, parfois l'angle de pente du plateau tibial. Ce sont des facteurs génétiques qu'on ne peut pas changer et qui jouent un rôle très important dans la prédisposition à ces blessures. Les hormones, surtout chez la femme, puisqu'on remarque que durant son cycle menstruel, il y a une laxité des ligaments de l'ordre de augmentation de laxité du ligament qui augmente de l'ordre de 0,5 mm. C'est très conséquent. Les blessures antérieures, comme pour d'autres blessures musculo-squelettiques, c'est le facteur le prédictif le plus important, la blessure antérieure. Et bien pourquoi? Eh bien, comme on a dit dans le dernier webinaire, parce qu'il y a des changements centraux, au niveau centraux, supraspinaux, au niveau cortical, qui laissent qu'il y a des changements dans la sollicitation, dans la façon où le cerveau traite les changements de pattern de mouvement, les changements de contextuels, du mouvement, et donc ça crée des perturbations assez importantes, une prédisposition aux blessures. L'âge de gendre, bien que le taux augmente avec l'âge, bien pour les deux sexes, il y a une prédisposition, mais les filles sont les plus prédisposées aux blessures.
facteurs anatomiques et anthropométriques, on peut les poser dans le facteur génétique aussi, on l'a déjà dit. De façon exhaustive, eh bien, un poids et un indice de masse corporelle élevé ont été associés à une augmentation du taux de lésion du LCA, donc du quadriceps par rapport à la TTA, donc le Q, augmenter à ces postules comme étant un facteur de risque. L'échancrure intercondylale étroite, on l'a déjà dit. Les facteurs neuromusculaires, un contrôle neuromusculaire faible de la hanche et du genou, ainsi que les déficits de stabilité ont été montrés comme des facteurs de risque. Les sports de réception, le sport lui-même étant un facteur de risque, surtout s'il y a des pivots, des changements de direction. La translation du tibia peut être modulée par les ischio-jambiers et le quadriceps. La fatigue est souvent citée comme un facteur de risque potentiel aussi. Pour la chirurgie, la prise en charge chirurgicale, eh bien, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais les recommandations vont dans le sens de rendre la chirurgie plus anatomique et biologique que possible pour favoriser la cicatrisation de la greffe et rendre une cinématique du genou plus proche de celle antérieure à la lésion. Proposer en préopératoire une évaluation structurelle et fonctionnelle des blessures du ligament croisé antérieur beaucoup plus compréhensive, où l'anatomie du sujet et sa biomécanique jouent un rôle important pour potentialiser la chirurgie. Eh bien, pourquoi la chirurgie joue un rôle très important par rapport au kiné? C'est vrai que c'est un autre domaine, on ne peut pas le traiter de façon très détaillée, mais il faut savoir que parfois, on a une rééducation qui bute, qui a du mal à avancer. Et donc, il ne faut pas toujours blâmer le kiné ou bien n'importe quelle cause. Parfois, la chirurgie, le contexte chirurgical a été malmené et donc il y a comment dirais-je, la chirurgie est la cause principale pour qui a mené à ce que la rééducation n'arrive pas à avancer. Et je peux vous assurer que ça m'est arrivé à peu près beaucoup de fois, maintes fois. La notion de délai entre la lésion et la chirurgie est un débat grandement discuté. Est-ce qu'il faut attendre que le genou sèche et les phénomènes inflammatoires se réduisent pour mettre en place un protocole de rééducation en préopératoire pour un petit peu limiter les dégâts en post-chirurgical? Il y a des discussions. D'après les auteurs, le risque de lésion irréparable du ménisque interne retrouvé lors de la reprise de la chirurgie est augmenté de manière significative après 8 semaines. Et les risques de lésion de cartilage de haut grade, c'est-à-dire au-dessus de grade 3, est augmenté après 5 mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre beaucoup de temps. Mais en moyenne, on conseille d'attendre entre 2 et 3 mois. Même si il y a surtout chez les joueurs professionnels, la rééducation est instantanée. C'est-à-dire un jour, 2 jours, 3 jours, le joueur est opéré. Mais il faut toujours, d'ailleurs j'ai entendu ça dans une présentation d'un chirurgien, il faut calculer le risque, la composante risque-bénéfice pour prendre la décision la plus judicieuse. Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit opérer instantanément? Et donc ça reste à discuter. Les types de chirurgie allographe versus autographe. Et allographe, c'est peu connu au Maroc, on ne sait pas, ou bien d'un cadavre, ou bien d'un sujet, ou bien sous forme un ligament artificiel synthétique. C'est vrai que c'est pas
c'est de plus en plus abandonné. Ça a été beaucoup fait dans les pays anglophones, surtout aux États-Unis. Mais on a remarqué que il y a beaucoup de taux de récidive, le rejet de la greffe, des risques d'infection, et tout ça. Donc les autographes, vous le connaissez, c'est le transplant et, et celui du patient. On a les KJ, les DITT, les plus connus. Si on compare eh bien l'allographie, il y a une non-morbidité parce qu'on n'a pas lésé d'autres structures anatomiques. Il n'y a pas de site de prélèvement. Donc, moins de morbidité. Mais comme je l'ai dit, il y a le risque du rejet de la greffe et le taux de récidive. Pour les KJ et DIDT, eh bien, le gold standard reste le KJ. Beaucoup d'études ont été faites, il n'y a pas de différence importante pour le pronostic. Quant à le pronostic fonctionnel du genou, que ce soit sur le court, moyen ou sur le long terme. Mais comme je l'ai dit auparavant, prendre une décision judicieuse, beaucoup de facteurs jouent. Eh bien, le degré de la lésion, et c'est ce qui est une lésion du ligament antérolatéral qui joue un rôle très important dans la stabilité rotatoire. Les lésions, le degré des lésions méniscales, les rampes-lésions, c'est des lésions. Le rampe-lésion, c'est des lésions de la partie postérieure, de la corne postérieure du ménisque médial. Eh bien, il y a une fissure, bien un arrachement capsulo-méniscal de la rampe postérieure du ménisque. Et ces lésions, elles sont difficiles à détecter de façon clinique, par les tests cliniques. Elles sont seulement décelables soit par l'IRM, soit par l'arthroscopie. Et ces rampes-lésions jouent un rôle très très important dans le succès de la chirurgie, du pronostic fonctionnel du genou. Donc, elles sont à prendre en considération. Mais c'est difficile à réparer parce que si on veut avoir un voie d'abord postérieur pour réparer ces rampes-lésions, eh bien, on est dans le risque de léser beaucoup de structures anatomiques, des veines, des artères, des nerfs. C'est très, très invasif. Les lésions aussi du cartilage jouent aussi un rôle très important dans le pronostic fonctionnel du genou et dans la prise de décision de la chirurgie. Et donc, ça, c'est pour vous dire, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est juste pour dire que il faut savoir que la chirurgie a une place très importante dans le pronostic fonctionnel du genou. C'est-à-dire, même si chez un grand chirurgien, un grand professeur, ça dépend des lésions. Si on a par exemple une rampe lésion avec des lésions du cartilage, on sait que la rééducation va traîner et le retour au sport va de plus en plus traîner. Et donc, il faut prendre tout ça en considération pour mettre en place une stratégie de rééducation la plus rationnelle, je dis bien la plus rationnelle, quant aux décisions de passage d'une phase à l'autre et la décision de retour au sport. Donc, la littérature scientifique. Qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique par rapport aux faits qu'on a discuté? Eh bien, il y a une méta-analyse, je l'ai cité dans le dernier webinaire, de Claire Arden. Eh bien, c'est une méta-analyse qui a pris en charge, je reviens. Donc, c'est une méta-analyse qui a discuté plusieurs études, et surtout des études prospectives sur plusieurs années, avec un cohorte important. Et donc, à 2-3 ans post-opératoire, eh bien, on a 65% des joueurs qui pratiquent
à un niveau, au même niveau ultérieur avant la chirurgie, avant la lésion, avant la chirurgie. Mais à 5-7 ans, on a seulement 16% qui jouent encore au même niveau. Et donc, ça pose des questions. Pour répondre à ces questions, eh bien, il faut chercher la cause. Et bien, pour les causes, on a des récidives de rupture, on a des mini-sectomies secondaires, on a des atteintes contralatérales, surtout à 5 ans, 3-5 ans post-opératoire, des ostéoarthropathies, surtout à 5, 7, voire 10 ans post-opératoire. Et donc, on peut dire que soit on a un retour au sport qui est trop précoce, basé sur des critères imprécis et non adéquats, ou bien une rééducation qui ne comble pas les déficits neuromusculaires sur le membre opéré, ce qui expose également le genou opposé à un risque accru de lésion, une rééducation qui n'aborde pas les facteurs prédisposants spécifiques au sport visé, qui ont déjà mené au premier accident. Donc, pour résumer, si on fait une synthèse de ces informations que j'ai citées, eh bien, un retour au sport qui est réussi, il faut des critères. Donc, les critères pour dire que Monsieur X est revenu au sport de façon bien, on doit avoir une reprise à un même niveau ou à un niveau supérieur, c'est-à-dire les mêmes qualités sportives et athlétiques, sans récidive de chirurgie, sans atteinte contralatérale du LCA, sans nouvelles atteintes ménisco-ligamentaires, sans douleur, sans apparition de signes d'arthrose précoce, et ce pour les 5 prochaines années. Ça, c'est pour juger que le RTP était nickel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que parfois, je discute avec des confrères et tout ça, et on me dit, oui, la plupart des LCA que je traite retournent au sport de façon optimale. Mais quand on pose la question, quelle est la durée sur laquelle tu as suivi tes athlètes? 6 mois, 6 mois, 5 mois. 5 mois, ça fait, Madame Dre il a repris le sport, ça fait que le RTP était bon. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut pour nous, en tant que kiné, ce que je vous conseille, c'est de fidéliser un petit peu, entre guillemets, fidéliser vos athlètes et vos patients pour leur permettre un suivi sur le long terme. Parce que avant d'être un professionnel de rééducation, vous êtes des professionnels de santé. Et le santé, c'est un capital qu'il faut préserver sur le long terme. Donc, c'est ça le plus important. Donc, comme solution, il faut un processus de rééducation efficace. Il faut des critères de reprise précises pertinentes et prévenir les récidives pour garantir la durabilité. Eh bien, on va commencer par le processus de rééducation. Je n'ai pas trouvé mieux que Marc Di Carlo. J'ai oublié, désolé, j'ai oublié de mettre l'article là-dessus, mais je peux. Non, il n'y aura pas beaucoup de temps. Marc Di Carlo, c'est un doctorat en physiothérapie, donc spécialisé de genoux, qui a mis en place un article très intéressant sur les facteurs de succès de la prise en charge en rééducation. C'est-à-dire une rééducation basée sur des facteurs de succès mènera vers un retour au sport qui est optimal. Et donc, il a parlé de plusieurs concepts. Le concept 1, c'est la rééducation préopératoire, c'est-à-dire il faut réduire le phénomène inflammatoire, récupérer l'extension du genou, lutter contre l'arthrogénique muscle inhibition. C'est un phénomène qui a été décrit récemment. C'est un phénomène d'origine spinale et supraspinale. C'est l'incapacité de muscle à générer son potentiel d'action.
C'est-à-dire que dès que que ce soit après un traumatisme aigu ou bien après la chirurgie, surtout invasive, on a cette incapacité du quadriceps à se contracter. Et aussi, il faut récupérer une marche normale. Le concept 2, c'est la récupération des amplitudes articulaires, mais on parle des amplitudes cinématiques, arthro-cinématiques, c'est-à-dire les glissements, les enroulements, les rotations dans les différents angles d'espace, plans de l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de seulement la flexion et l'extension. Il faut récupérer toutes les amplitudes arthro-cinématiques. Le concept 3, c'est la force, l'amélioration de la force musculaire. Elle ne peut pas progresser sans une mobilité articulaire optimale. C'est ça l'importance de la mobilité articulaire. Le muscle ne peut pas se contracter de façon optimale et générer tout son potentiel d'action sans l'amplitude optimale de l'articulation avec laquelle il travaille. Le concept 4, le renforcement fonctionnel versus le renforcement isolé ou bien analytique. Eh bien, la combinaison entre un travail isolé et un travail fonctionnel favorise la diminution du stress articulaire au niveau des articulations fémoro-patellaires et tibio-fémorales. Utiliser les chaînes musculaires fermées, surtout en excentrique, pour un petit peu revenir, être très spécifique et recréer ce mécanisme d'entorse et donc d'essayer de le prévenir sur le moyen et le long terme. Le renforcement musculaire, quelle qualité travailler? Eh bien, il faut travailler les qualités, surtout au début, les fibres rapides, c'est-à-dire la force vitesse, et puis passer vers l'endurance force et revenir enfin à la force vitesse. Mais il faut solliciter dès le début ces fibres rapides parce que les approches classiques, on sollicite l'endurance force, c'est-à-dire on a des séquences de travail assez lentes et des séries lentes qui sont plus focalisées sur la force. Et donc, on travaille dans un cycle endurance-force. Mais le problème, c'est que les fibres de type 2 ce sont les plus touchées par le phénomène d'arthrogenic inhibition. Et donc, d'ailleurs, elles jouent un rôle très important dans la prévention des récidives, puisque l'action se passe dans une fraction de seconde et les fibres qui sont sollicitées durant cette action, c'est les fibres de type 2, c'est-à-dire la force vitesse. Donc, ces 5 concepts, on peut conceptualiser un petit peu et organiser nos idées pour créer un plan de traitement qui est le plus efficace possible. Autre chose aussi, c'est le Melbourne ACL Rehabilitation Guideline 2.0. C'est un guideline qui a été fait par 2 physiothérapeutes australiens, Matthews et Randall Cooper. Eh bien, ils ont mis en place, ils ont conceptualisé un petit peu la prise en charge des ligamentoplasties du genou. On peut commencer par la phase préopératoire où on va un petit peu récupérer de cette lésion, réduire les phénomènes inflammatoires, comme on a dit. Même chose, être prêt pour la chirurgie, la récupération des amplitudes articulaires, surtout l'extension du genou. La force musculaire, surtout, arriver à 90% des capacités par rapport aux membres contralatérales. La phase 1, après la chirurgie, la récupération des dégâts chirurgicaux, c'est-à-dire diminuer l'œdème, combattre l'arthrogenic muscle inhibition, c'est-à-dire rendre cette capacité du quadriceps à se contracter. Et la récupération des amplitudes articulaires, surtout cette extension du genou. L'extension du genou, ça va nous permettre dans un premier temps, à protéger la greffe, c'est-à-dire cette translation du plateau tibial
cette capacité à glisser le plateau tibiaire en arrière va diminuer le stress au niveau de la greffe. Et en même temps, ça va nous permettre de recruter le quadriceps de façon optimale. La phase 2, renforcement et contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire commencer à travailler dans le sens du regain du contrôle neuromusculaire, de l'équilibre, l'équilibre monopodal, l'équilibre unipodal, cette capacité aussi de force et de contrôle moteur, en même temps, cette capacité à faire des gestes athlétiques de base, les squats unilatéraux. La phase 3, c'est la phase où on a le feu vert pour commencer à courir, à faire des drills, des exercices d'agilité, de changement. Il faut être progressif, mais on peut commencer par des petites accélérations dans le même sens, c'est-à-dire linéaire, et on progresse vers une sollicitation multidirectionnelle avec des changements de direction qui sollicitent l'aspect cognitif, c'est-à-dire il sait la direction où il va aller, mais on peut changer de façon imprédictible les sens les directions de sollicitation en utilisant des signaux externes, des sifflets ou bien tout ça. Aussi, on peut y introduire aussi les exercices de pliométrie en étant aussi dans une démarche progressive. La phase 4, de retour au sport avec il faut remplir tous les critères de reprise du sport, bien sûr. Ces critères de reprise du sport, on va en parler tout de suite. Il y a des critères de progression et de prise de décision pour la reprise du sport. Aussi, il y a l'aspect psychologique. Est-ce que l'athlète est confortable dans un confort pour la reprise de sport? Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de peur. Et aussi, on commence à intégrer des programmes de prévention pour éviter les récidives. Les critères de reprise. Donc, les critères de reprise, on peut partager les critères de reprise sur deux. Les critères subjectifs, les critères objectifs. Les critères subjectifs, on parle de scoring du genou avec des formulaires à remplir. On peut parler du International Need Documentation Committee, le LISHON, le TEMPA, le TEGNER, le COFRAS. C'est des formulaires que vous pouvez télécharger en ligne et remplir. On a une notation et cette notation va nous juger si le patient est rempli les objectifs pour être dans une aptitude pour la reprise du sport. Comme je l'ai dit, aussi ce guideline de Melbourne Guide, vous pouvez trouver, si vous le téléchargez, il est libre de téléchargement en ligne. Vous pouvez le télécharger. En fin du document, vous allez trouver toutes les fiches, les documents à remplir sous forme de questionnaires, sous forme de tests, des tests objectifs aussi à faire pour la prise de décision. Donc, comme je l'ai dit, les critères de reprise subjectifs, mais il faut dire que ils n'ont pas montré, ils se sont montrés inappropriés pour estimer un retour sans restriction aux activités sportives. Mais il faut les faire. Il faut les faire parce que ça nous aide à nous donner une idée plus subjective sur le développement de notre patient, de notre athlète. Les critères objectifs. Eh bien, les critères objectifs, il y a la douleur. Tout simplement la douleur. Par exemple, pour passer à la phase 1, à la phase 2, ou bien lorsqu'on est dans la phase 1, vous progressez d'un exercice à un autre, eh bien, la douleur va nous donner beaucoup d'informations sur l'état du genou. Et de façon générale,
dans les muscles squelettiques, on parle de trois tranches de progression. La tranche verte, c'est-à-dire il n'y a pas trop de danger entre 0 et 2 sur une échelle visuelle analogique sur 10. Entre 0 et 2 jusqu'à 3, il n'y a pas trop de danger. On peut continuer dans cette démarche d'exercice. Entre 4, 3, 4 jusqu'à 6, on est dans l'orange, c'est-à-dire on est dans une situation qu'il faut contrôler un petit peu, il faut gérer, il ne faut pas trop pousser. Et au-delà de 6 sur 10, on est dans le rouge, donc il faut régresser un petit peu et diminuer les contraintes par rapport à ces exercices. C'est comme ça qu'on peut utiliser la douleur comme vecteur de progression par rapport d'un exercice à un autre ou bien d'une phase à une autre. Pour citer un exemple, par exemple, si je suis à 20 jours en post-chirurgical et je vois que mon patient a récupéré une extension optimale, une flexion presque optimale, il a dépassé les 120 degrés, qu'est-ce qui peut me proscrire le travail avec un squat, un demi-squat contrôlé, c'est-à-dire il pose les mains au niveau d'une chaise ou bien un support devant lui et il fait un squat, un demi-squat. Donc, certains vont me dire que c'est très sollicitant par rapport au genou, mais s'il est bien contrôlé et si la douleur est au-dessous de 3 sur 10, eh bien, je peux l'intégrer parce que ça joue un rôle important dans le rodage un petit peu articulaire et on peut commencer à mettre des charges proportionnelles, on peut dire ça, des charges proportionnelles au niveau du genou. Autre chose, autre exemple que je peux aussi citer, on a déjà, surtout dans le concept classique, que la bicyclette, que le travail sur bicyclette ne peut commencer qu'au-delà du deuxième, troisième mois, voire troisième mois. Et la course à pied, troisième jusqu'au quatrième mois. Mais je peux travailler sur sur un vélo ergonomique, je veux dire ergonomique, dès le 15e jour. Si j'élève un petit peu le niveau où s'assoit le patient, le châssis, j'ai oublié le mot. Donc, pour résumer, quand je fais de la bicyclette, si je lève la chaise un petit peu au-dessus, l'extension du genou, la pédale qu'il y a en bas, je pose le talon et je sens qu'il y a une extension du genou. Et les contraintes, par exemple, si elle est réglable maintenant sur 5, on va sur 5, 6, moi je mets la résistance sur 0, voire sur 1, voire 0. Et donc, mon but, c'est seulement un rodage articulaire. Il n'y a pas de contrainte, articulaire et il n'y a pas de risque. Donc, c'est seulement un rodage articulaire. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est la douleur. Si la douleur n'est pas très importante, alors je peux faire cet exercice. Donc, c'est ça comment je peux intégrer la perception de la douleur dans ma prise en charge et pour juger comment progresser par rapport aux exercices. L'examen clinique, les amputations articulaires, un genou sec, l'asymétrie, par exemple, pour passer de la phase 1 à la phase 2 de reprise, par exemple, de reprise de reprise des fonctions athlétiques, par exemple, la course à pied. Il faut avoir des amplitudes articulaires optimales, un genou sec, une symétrie et une marche sans boiterie. C'est ça. Avec une force, bien sûr, une force musculaire qui soit assez importante. Donc, je peux commencer à faire des séances de course à pied, des séances fractionnées sur 1 minute x 5 ou bien 2 minutes x 3 et être très progressif. Les mesures de la laxité résiduelle, le KTMI, c'est un appareil qui juge
la laxité résiduelle du plateau tibial, et on doit avoir un différentiel inférieur à 5 à 4 mm par rapport au côté contralatéral. Les mesures de force, mesures isocinétiques, malgré que beaucoup, tout le monde, la plupart des clients n'ont pas d'appareil isocinétique pour juger de la force de quadriceps ischio-jambier. Et donc, ça reste difficile à objectiver. Le single leg pec press, un appareil de musculation qui existe dans la plupart des salles de gym, on peut l'utiliser aussi pour juger de la force musculaire. L'évaluation du contrôle neuromusculaire, on peut intégrer les exercices, les tests fonctionnels, le hop test, à savoir le single, le triple, le crossover, le side hop. Tous ces mots, vous pouvez les taper sur Google et on va vous montrer ces exercices en image ou bien en vidéo. Le drop jump test, le star excursion balance test. L'évaluation psychologique, comme je l'ai dit. Excusez. L'évaluation psychologique, bien le score, comme je l'ai dit, on peut intégrer aussi les scoring par des tests, par des comment dirais-je? Eh bien, des papiers, des formulaires où il y a des questions pour juger de l'aptitude psychologique de l'athlète à reprendre du sport. Mais il faut savoir qu'une différence de moins, surtout pour les tests, les autres tests que j'ai cités, une différence de moins de 15% par rapport au côté contralatéral est requise. Donc, il faut avoir au moins un potentiel qui dépasse les 90%. La phase 5, c'est une phase après la phase de reprise, c'est-à-dire la phase d'installation, d'instauration des programmes de prévention pour éviter les problèmes de récidive. Les programmes de prévention et de prophylaxie, on va en parler dans le prochain webinaire, le dernier webinaire. C'est-à-dire elle est basée sur des exercices de pliométrie, de contrôle, de reprogrammation neuromusculaire, de contrôle neuromusculaire, de contrôle moteur et de renforcement musculaire. Ces programmes doivent être intégrés tout au long de la semaine, surtout si on est devant un sportif de compétition ou bien un sportif de haut niveau. Pour synthétiser, eh bien, le retour au sport, c'est une décision collégiale entre le chirurgien, le kiné, le préparateur physique. Ça englobe aussi toutes les informations par rapport à la chirurgie, la rééducation, la préparation physique, la réathlétisation et l'intégration des modèles de prévention. C'est-à-dire qu'il faut être pertinent, être attentif quant aux résultats, quant au pronostic qui a été décrit par le chirurgien, communiquer avec le chirurgien pour voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque, est-ce qu'il y a des facteurs de réussite par rapport à la chirurgie. Pour la rééducation, il faut poser un modèle qui est basé sur la clinique, éviter tous les modèles qui sont basés sur la chronologie, un modèle basé sur la clinique, sur le patient, les sensations du patient, est-ce qu'il est prêt ou pas. Il ne faut pas être à la hâte. J'entends parfois des choses qui sont alarmantes. Parfois, des cliniques qui disent « je peux accélérer le processus de rééducation ». Il ne faut jamais travailler dans une perspective d'accélération du processus. Il faut prendre son temps. Parce que dès que ça bute, on ne peut pas revenir en arrière. C'est difficile de revenir en arrière. Donc, la réutilisation, on va parler de réutilisation dans notre prochain webinaire, et le réentraînement à l'effort. Travailler dans un continuum de progression. On va donner plus de détails par rapport à cela. Et intégrer des modèles de prévention. Pour finir, eh bien, la rééducation du SA opéraire reste un défi.
Les tests fonctionnels sont des pièces importantes du RTP, du puzzle du RTP. Une approche graduelle à travers un entraînement spécifique et impératif pour garantir le succès du retour au sport. La qualité du mouvement est plus importante que la quantité. Il faut travailler dans une démarche qualitative, assurer la progression du patient par étapes tout en gardant une approche de raisonnement clinique et mettre en place des routines de prévention. Et je vous remercie. La ligne est à toi, c'est Hamza. Et Fadel, merci beaucoup pour la présentation. Katmani. Ouais, très bien. D'accord. Est-ce que tu voudrais qu'on démarre directement sur les questions? Non, je voulais te demander, est-ce qu'on peut démarrer tout de suite pour les questions? Oui, tout de suite. D'accord. Donc, il y a une question. Pourquoi y a-t-il fréquemment une lésion de la corne postérieure du ménisque médial qui accompagne comment dire, la rupture ou la lésion au niveau de l'LCR? Pour répondre à cette question, il est très difficile de répondre à cette question parce que on ne sait pas, c'est imprédictible. Les lésions associées par rapport aux ligaments croisés sont imprédictibles. On ne sait pas pourquoi c'est des sujets, il y a des lésions isolées, chez certains athlètes, il y a des triades. Eh bien, on ne sait pas exactement pourquoi ce type de lésion. Mais il y a une approche multifactorielle, comme je l'ai décrit au début. Il y a des facteurs de risque qui prédisposent certains sportifs ou bien certains sujets à des lésions plus graves. C'est ce que je peux dire. D'accord. C'est vrai que ça dépend aussi du mécanisme de la blessure. Est-ce qu'il y a un traumatisme direct? Est-ce qu'il y a ça dépend aussi des facteurs externes. Oui, il y a des facteurs externes aussi. D'accord. Anna, j'ai une question de mon côté qui souvent, les kinés la posent. Finalement, les critères de réorientation vers le chirurgien. Ça veut dire quand on prend en charge maintenant une ligamentoplastie du genou, notamment le ligament croisé, on accompagne le patient et parfois on a des signes. Donc, quels sont, d'après toi, les signes enfin, les red flags, en fait, qui nous pendant la rééducation, pour lesquels on serait obligé de réorienter vers le chirurgien, de checker l'acte chirurgical, de checker le genou, tout simplement, et on le renvoie pour la reprise de la clinique. Oui. Donc, comme je l'ai dit, on a un guideline pour guider un petit peu la progression de la rééducation de notre sujet. Premièrement, on peut dire que une progression positive, c'est Beina. Donc, on a un genou qui commence à sécher, diminution des phénomènes inflammatoires. On commence à récupérer cette extension du genou. On commence à récupérer cette flexion du genou. On va vers une marche, amélioration de la marche. Donc, c'est la phase la plus critique. C'est les points qu'on doit récupérer, surtout durant cette phase la plus critique. Où, je dois rajouter aussi, je n'ai pas cité, entre 7 jusqu'à 21 jours, c'est la phase la plus fragile par rapport au transplant. Donc, il faut être le plus prendre beaucoup de précautions. Donc, dans l'opposé, si on juge de cette façon-là, si on a des phénomènes inflammatoires qui arrivent de façon brusque, un genou qui gonfle, des douleurs persistantes, qui persistent, hop, ça a coupé. Il y a aussi la douleur au repos, quand le patient se plaint aussi. Est-ce que tu arrives à m'entendre, ça là? صوت ما مشاش. Non, الصوت on t'entend toujours. حيت l'image مشات بانت لي l'image مشات. صافي. Comme je l'ai dit, si on a un genou qui
des phénomènes inflammatoires qui arrivent de façon brusque, eh bien, on est dans le rouge. Aussi, même si on n'a pas de phénomène inflammatoire, mais on constate que le genou a du mal à progresser de façon fonctionnelle. On n'arrive pas à récupérer une marche normale, on n'arrive pas à récupérer cette extension du genou qui est la plus importante avant la flexion, l'extension du genou, et aussi cette flexion. Donc, on est dans le rouge, on doit voir les complications en œil de cyclope, c'est-à-dire on a le tendon qui a du mal à cicatriser, qui commence à gonfler et donc à bloquer ce mouvement de cinématique au niveau du genou, surtout au niveau de l'échancrure, à buter au niveau de l'échancrure, et donc le genou a du mal on a du mal à restaurer cette extension. Donc c'est la phase la plus critique, surtout la première phase. Par rapport aux autres phases, si tu as une progression qui a été une très bonne progression, tu progresses vers la reprise des activités sportives, par exemple, tu commences à entrer dans la troisième phase, deuxième, troisième phase, reprise de la course à pied, reprise des exercices athlétiques, les accélérations, les changements de direction, eh bien, les signes d'alarme sont très clairs. Si tu as un genou qui est douloureux, un genou qui gonfle, une incapacité fonctionnelle, et donc il faut stopper. Il faut stopper et consulter le chirurgien. J'espère que j'ai été un petit peu clair. Non, je pense que c'est assez riche. Je rajouterais aussi peut-être le risque d'embolie ou les risques circulatoires. Essayer de faire attention aussi aux alentours du genou. On va se concentrer aussi sur le genou. Essayer de détecter s'il y a des l'embolique ou la circulatoire au niveau de la cheville, peut-être. Oui, exactement. Et toujours comparer avec le contrôle latéral. Oui. D'accord. Après, on a parlé des critères de suivi aussi. Moi, je voulais qu'on parle aussi un peu des scores pour l'évaluation de la récupération du genou. Les différents scores, je pense ça intéresserait aussi les kinés de connaître un petit peu les scores. Je pense qu'il y a le COFRAS, sûrement déjà. Le COFRAS, on parle plus on parle plus du IKDC. Le IKDC, les formulaires téléchargeables en ligne. Il y a les scores que tu remplis. Et à la fin, quand tu dis le calcul, tu dois avoir au-dessus de 54. C'est une jet, en fait. C'est une jet. Mais au khab hakak, j'ai cité هذه الملاحظة هذه, comme je l'ai dit, ما عرفتش واش كيبان له ديابو بانه كاين des études اللي داروا où on a estimé انه هذوك les formulaires qui sont subjectifs ont montré un petit peu ils ne sont pas appropriés à estimer انه واش le patient il est dans le vert باش يدير la reprise ديالو. Donc vaut mieux être dans des critères qui sont objectifs, mais avec le critère subjectif tout au long de la prise en charge انا كنهضر لك على واحد لا ديمارش qui est applicable بالنسبه لكاع لي باسيون. ما بالنسبه للهو نيفو نورمالمون هذاك لاتليت راه عنده الدوسي ديالو, كاينه واحد لا كومونيكاسيون مع لي شيروجيان, كاينه واحد الكومونيكاسيون مع كاع الستاف ميديكال, ولكن حنا دابا كنهضروا على واحد لو باسيون, واحد السوجي سبورتيف اللي جا عندك الكابيني, وحتى الكومونيكاسيون مع لي شيروجيان va être difficile. Donc tout au long de la prise en charge ديالك كاين les critères objectifs, la douleur, la mobilité articulaire, la capacité fonctionnelle, les capacités fonctionnelles, neuromusculaires, contrôle moteur, proprioceptive et tout ça. Donc, en plus de ça,
يعني la capacité psychologique ديال لو باسيون انت راه غتعرفوا بانه واش il est motivé ولا démotivé, واش il est dans une approche de catastrophisme انه كيشوف ان ركبته صافي مشات ما عمرها ما غترجع. Donc c'est multifacette, c'est multifacétaire, et donc à toi de juger كيفاش غادي تستعمل كاع هاد لي فاسيت هادو pour prendre la meilleure décision. Dans la plupart du temps, le kiné est seul devant le patient. لأنه هذاك لي chirurgien اسمح لي نقول لك هكا اغلب لي chirurgien قليل فاش كيديروا ان سويفي حتى لا reprise du sport, وحتى لي كريتير اللي تياخذوا دي كريتير اللي كي سون chronologiques مع الاسف. La plupart prennent des critères qui sont chronologiques. C'est vrai, c'est ce qu'on entend souvent. En fait, les chirurgiens, le patient qui dit quand est-ce que je peux reprendre et tout ça, Raliban, il lui parle en mois ou là, en semaine. Mais si il ne lui parle pas des signes, des signes de guérison. Même pire, en parlant ديما كنطيح في هذه القضيه هذه. même pire انه تيقول لي مادام انت او 4 mois علاش مازال ما كتجريش، وانت عارف انت ككيني عارف بان لو باسيون ديالك راه باقي ما وصلش لهذيك المرحله، مازال لا دولور، مازال شويه د لا بواتري، علاش تعطي الفو فيغ سميتو حنا ما دربانيش ماشي مشكل. اون بروندر طون كاين دي كومبليكاسيون لي تراو، يا اما كانت واحد لينيبيسيون ارثروجينيك دي موسكل اللي عطلت لينا هذيك الريكوبيراسيون ديال ليكسبانسيون، كان عندنا بزاف ديال لي كومبليكاسيون، يمكن نالغو ديستروفي، بزاف المشاكل كانوا عندنا في الجنود ديالو اللي خلاتنا نتعطلوا. بلاص ما كنا درنا لا ريبريز ديال لا كورس ابيس الكاتريام عطلناها للسيزيام موا. وانا نعاود لك واحد القضيه طرات لي مع واحد وليد عندنا في الفرقه لاني ديرنيير، مرضي الوالدين وصافي. المهم مشى نورمالمون ما دارش معايا السويفي مزيان، لان هو كان ساكن في واحد الدوار بعيد، ما دارش معايا السويفي مزيان، كنا كنتقاتلوا هو كيقرا في لافاك جديده وساكن في واحد الدوار بعيد، دونك ديما كنعطيه بروغرام خدم على هذه ويلا وسير فيما تجي كجي عندي نتشيكيو نشوفوا الامور فين واصله. لحسن الحظ انه مشى دار الكونترول، عرفتي كون مشى دار لو كونترول ديالو انا عارف بان لو شيروجيان اللي دار لا شيروجي لان كيدير مع كاع لي باسيون ديالو كان غايقول لي سير تجري، وإلا مشى جرا كان صافي يعني الجنود ديالو غيمشي يديفلوبي اون دولور كرونيك، غندوزو لاستوستيو ارثروباتي، وطرات ليا مع شحال من واحد يعني صعيب باش تريكوبيري معاه، بزاف المشاكل صعيبه. دونك من حسن الحظ انه ميك على يعني غبر عليا تقريبا واحد 6 موا، عاش فين جا قلت لي فين غبرتي وسميتو، قلت لي واش مشيتي عند الطبيب ديالك؟ قال لي لا. قلت لي واش مازال كدير هذوك اللي قال لي راه مازال، يعني نفس ليكزارسيس اللي كنا خدام عليهم في لا فاز 1 لا فاز 2 لا فاز 1 فاز 2 راني باقي عليهم حتى لو 6 موا الحمد لله. فهمتي يعني كانوا واخا كانوا شي حويجات انه المرجعات البوتونسيال لي كوادريسيبس ما رجعش مزيان، ولكن اون لا ريكوبيري دو فاسون تري رابيد. عطيته واحد بروغرام دخل لا سال دو ميسكولاسيون، تخدم ليزيكزارسيس ديالو، تخدم لي سكوات، تخدم لي بريس ويرجع مزيان الحمد لله. ولكن تخيل كون مشى عند الشيروجيان وقال لي يلا تو ريبرون لا كورس ابي، هاك دير هذا البروغرام و تو ريبرون لا كورس ابي، فين كنا غنوليو؟ C'est vrai que les tests, normalement, ça dépend. C'est la responsabilité du kiné aussi, quelque part. Se développer avec le rapport avec le patient, justement, le patient, il doit remonter l'information au maximum. Je pense qu'il faut questionner très, très souvent et beaucoup questionner le patient pour avoir le maximum d'informations et de feedback par rapport au traitement. Oui. ما عرفتش حيت ما جاوبتش على السؤال بالضبط ديال لي كريتير. انا نوريهم بلاتي نوريهم واحد سميتو داكور واحد دوكيومون
il faut créer une batterie de tests. لأنه إلا دخلتي في سميتو إلا دخلتي في هذوك لي فورمولير l'interprétation des formulaires هذاك هو le piège. Donc هذو هما les études هذاك الشيء علاش les études قال لك بأنه ça ne va pas te donner زعما هذيك l'information qui est indispensable pour juger واش on peut estimer هذا le patient il peut reprendre ou là il ne peut pas reprendre. Donc si tu crées une batterie de tests هذاك سميتو Je pense qu'on a perdu Salah. Abdelrahim, n'est-ce pas? Oui, effectivement, mauvaise. C'est pas grave, je vois qu'il s'est Alors, connecté. notre collègue Salah. Il partage le document dont il a parlé. Pouvoir citer aussi le lien, si possible, le mot-clé. Oui. Oui, c'est ça là. أنا معك. كيبان دابا؟ Oui, Salah. Pour les personnes qui révèlent de message, c'est pas pour eux. أنا هذا الميلبورن ميلبورن ACL ريهابيليتيشن جايد. غتمشي لاباج الاخرى ريتيرن تو سبور. تيبان ياك تيبان. لا دابا كيبان وي. هاو دابا هنا سكورين شيت. هاد لي سكورين شيت par exemple partie A stability swelling range يعني la stabilité l'œdème l'amplitude articulaire كتعطي des notes يعني sur 5 كتجمع في الاخر sur 20 IKDC subjective knee evaluation for يعني بالنسبه لا reprise والIKDC هو l'IKDC هنايا دايرينو في en annexe le thème Pascal pour la kinésiophobie les tests fonctionnels le Star Execution Balance Test يعني même هنايا جامعين لك plusieurs يعني une batterie de tests يعني حتى les critères objectifs بالنسبه l'amplitude articulaire l'œdème la stabilité عادش l'IKDC عادش le TEMPA pour la kinésiophobie عادش les tests fonctionnels عادش كاين عاوتاني الجنرال فيتنس تيستين لي تيست د لابتيتود فيزيك هذاك الشيء علاش قلت لك ان لا ديسيزيون اصلا خصها تتخذ دو فاسون كوليجيال غير هو بالنسبه لنا حنايا سي ديفيسيل دو لا بروند دو فاسون كوليجيال لان لي شيروجيان اون فوا تدير خدمته صافي تفيق لو باسيون ما خطا في لي زيكيب ديال البريمير ديفيزيون اي سيرتان زيكيب هذيك حاجه اخرى هنا في لا بروميير باج عطين le scoring il y a les tableaux les كاينين في la deuxième page عطين les critères des questionnaires كيفاش نعمروهم هنايا نفس دوك لي طابلو اللي شفتي هنا de façon plus exhaustive ولكن كتجيني la personne elle va se perdre وحتى بالنسبه il faut prendre en considération avec le contexte biopsychosocial انه كيفاش غتطرح la question واش le patient il va comprendre هذيك la question يعني كاين بزاف شي حوايج مزيان تعرف هادو مزيان تعرفهم ولكن il faut être un petit peu نقدروا نقولوا sélectif واخا هذا اللونغاج ماشي scientifique ولكن il faut parfois être sélectif في Je pense que le meilleur exercice pour les kinés serait justement de se renseigner, de se baser sur et de les traduire aussi. Les traduire et les utiliser et accompagner le patient. Mais si on le questionnaire, je pense que je vais
mais juste on l'accompagne justement باش تا هو Non, يفهم. non. Oui, oui. Pardon? Oui, exactement. متفق معك. كتسمعني سي حمزة؟ C'est vrai que l'utilisation des scores, elle rend la surveillance ou l'évaluation de la rééducation, elle la rend plus facile parce qu'on a des scores, on a des chiffres, c'est quantifiable. Je me sens mieux, d'abord c'est pas le feedback de le patient qui est un peu plus précis. Oui. Est-ce qu'il est, c'est une question personnelle aussi par rapport à l'éducation thérapeutique du patient. Pendant la rééducation et après la rééducation. Je pense, est-ce qu'il est recommandé justement de donner des exercices de reprise pour le patient, même après quand la rééducation elle est bien faite et tout ça, je pense que l'éducation thérapeutique elle est nécessaire pour éviter les récidives. Parce que comme l'équipe Bara ça fait aucun l'idée c'est que merjage la même blessure. Oui, comme je l'ai cité le khad ديال الديابو, il faut l'intégration des approches préventives. هنا كتدخل l'éducation, أول حاجة l'éducation, ثاني حاجة le suivi sur le long terme ou la consolidation des acquis وحتى سميتو يعني اش كتسمى لي ريزولطا المستدامين, يعني بواحد الطريقه مستدامه. لي ريزولطا كيكونوا بواحد الطريقه مستدامه, انه on sait bien que selon les études انه هذاك السيد اللي كي يو une lésion قبل بعد لا chirurgie, une lésion du ligament croisé, selon les études انه لاج ديال لو جونو ديالو راه ضرب في 3 4 بلاص كانت عنده 25 ans, راه لو جونو ديالو راه دخل في un processus de vieillissement غادي في لي 60. هذه خصو يحسبها. دونك on a واحد لو pronostic fonctionnel انه il va avoir des ostéoarthropathies d'ici 10 15 20 ans. يعني الى ما اول حاجه il s'engage de façon sérieuse في la rééducation ديالو, اول حاجه. ثاني حاجه il consolide هذوك لي زاكي بلي بروغرام اللي غتعطيهم ليه باش يبقى محافظ على البوتونسيال فيزيك اللي عنده. الا كان هو ان سبورتيف دو نيفو ولا ان سبورتيف دو كومبيتيسيون, يلتزم بهذوك لي بروتوكول دو بريفونسيون اللي كتعطيه, لا من ناحيه لي زيكسيس كي لانتيغر لا من ناحيه ليديكاسيون جيستويال اللي عطيتيها ليه tout au long de la rééducation, لا من ناحيه لي بروتوكول دو بريفونسيون اللي عطيتيهم ليه باش يانتيغرهم في لونترينمون ديالو, لا من ناحيه لي بروتوكول دو بريفونسيون اللي عطيتيهم ليه سو فورم d'échauffement باغ اكزومبل. هادشي كامل خصو يلتزم بهم. زائد اللي انه ماشي ديما, هذا هو الامالغام اللي كنطيحوا فيه حنايا, انه ماشي ديما هذاك لو سوجي اللي عنده الليغامونتوبلاستي واخا بقى في ان ماتش ولا في اون اكتيفيتي فيزيك, راه ماشي ضروره ان سبورتيف, ان سوجي عادي. دونك هذاك السوجي عادي il faut être logique انه dans un processus de vieillissement اول كاليتي غادي تمشي ليه هي la qualité de force musculaire, de force endurance et de coordination. يعني كل ما حافظت ليه على هذيك la qualité de force endurance et de coordination وعطيته واحد l'exercice باش يحافظ عليهم, Salah, on ne t'entend plus. santé, le potentiel santé, هذا هو اللي كنأكد عليه. لأن ماشي كلشي كاع لي سبورتيف واخا يكون نعم سي حمزة. غير ça a coupé, donc ما سمعناش غير هذاك لو بوين اللي قلتي justement très important, ما سمعناش parce que ça a coupé un petit moment. قلت كاين واحد لامالغام ما بين انه واش حنا devant un sujet qui est sportif ولا sujet عادي. même هذاك لو sujet, même هذيك si هذيك la lésion il l'a eu durant une activité sportive, c'est un sujet sportif. C'est pas un sujet sportif, c'est un sujet normal. يعني la prise en charge ديالي ما خصهاش
تكون فوكاليزي على ديك 4 mois 6 mois يدير لا ريبريز ديالو. لا، راه كاين واحد لو كابيتال سونتي تماك اللي خصك نحافظ عليه. ومن هاد الكاليتي لا شوز لا بلوز امبورطون في لو كابيتال سونتي هو لا كاباسيتي فورس musculaire اللي هي اول كاباسيتي كتضعف افيك لاج. وثاني حاجه لا كورديناسيون. هادو هما لي جوج بوتونسيال اللي عندنا حنايا كيمشيو مع لاج، كيمشيو دغيا يعني مع الاول. هادو خصنا نحافظ عليهم. اول حاجه dans une perspective pour consolider avec les acquis de la rééducation, pour prévenir les récidives et pour optimiser ونحافظ على هذاك لو كابيتال سونتي. هذا هو اهم حاجه بالنسبه لي كاين لو كابيتال سونتي. ما تبقاش ليميتي على ديك 20 سيونس كذا بحال هكا، لا، اودلا ديال هذيك 20 سيونس كاين شنو اللي نقدر ندير باش نحافظ على ديك الكابيتال سونتي اللي جا عندي به هذاك لو باسيون، والنصائح اللي نقدر ندير ليه نفيداليزي. هذا هو اللي بغيت نقول لك بيه. جو فو لو فيداليزي. باش نفيداليزي لعب لي هذاك الكابيتال سونتي بانه لو كيني سي ان اكومبانياتور بور ان كابيتال سونتي اوبتيمال. Et je pense on pourrait même conseiller aux kinés les endom des cas, que ce soit ligamentoplastie ou là, d'autres blessures, enfin, si on peut les appeler comme ça, je suis sérieuse, enfin, immobilisantes, de leur proposer en fait des guides aussi en fin de séance. Ça oublie un guide personnalisé d'exercice, ou un guide de recommandation d'éducation thérapeutique. Je pense que c'est possible de le faire, télécharger, traduire ou écrire même. Enfin, الواحد اللي عنده son cabinet يكتب un guide ويدير فيه son en-tête et tout ça ويبدا يعطيه لسي patients. Je pense que ça aussi c'est une bonne idée. C'est un des moyens de prévention et un des moyens d'accompagnement le kiné مع le patient ديالو. Oui, exactement. حتى الانسان كينسى. Donc enfin الانسان كينسى oui. Le patient هو كينسى. Donc on a beau répéter l'exercice avec lui, هذيك كنساوها بزاف. On arrive à se souvenir parce qu'on a les protocoles en tête. Donc, l'équipe on raisonne en protocole, qui ben les grandes lignes et tout ça, mais c'est pas du tout évident pour un patient. Donc, je profiterai de cette occasion aussi pour insister l'éducation thérapeutique de vos patients, parce que c'est ce qui va permettre كيما حنا كنكملوا الخدمه ديال الشيرurgien. Je pense l'éducation thérapeutique كتكمل الخدمه ديالنا حنا et ainsi de suite. Oui, exactement. Très bien. Je vais demander à Abdrahim si on d'autres questions. Anna, je vais essayer de voir sur Facebook. Non. Tac, tac. ولكن كيبقى انا selon mon expérience انه اصعب حاجه هو كيفاش دير هذاك ليكيليبر ما بين واش tu es devant un sujet qui est sportif اللي باغي يدير une carrière في لو سبور او لا تنقولوا مدقوقه لي البرا بالنسبه للسبور على لا كومبيتيسيون كره ويلعب وكذا وهادي. وحتى في حاله الا كان ان سبورتيف اللي سو كونترا واش هذيك الكونترا سافال هذاك لو ريسك اللي غادي ياخذو. ou bien on est devant un sujet sportif du dimanche نقدروا نقولوا بحال هكا ووصل لواحد المرحله في حياته انه ما يقدرش ياخذ واحد لي ريسك اللي كي سون امبورطون. où tu dois moduler selon هاد لي كا هادو le programme ديالك ولا prise de décision ديالك حتى le pronostic ديالك. donc هذا هو le défi الكبير pour ne pas tomber dans les protocoles يعني جاهزة les recettes. D'accord. Mais je pense que l'IKDC fait. Là, on parle de l'évaluation de l'état de santé actuel, avec le patient, et l'historique du genou aussi. Je pense que si on creuse avec lui, il y a des informations à on peut se faire une idée justement de la pratique sportive, le degré des contraintes, des charges qui exposent à le genou. Parce que je pense je vais lancer un exemple juste comme ça, un travailleur en usine ou un travailleur en chantier, une lésion du ligament croisé antérieur, c'est pas un sportif de haut niveau, mais c'est pas monsieur tout le monde quand même. Oui. Donc je pense que vous orienterez plutôt vers une récupération de la performance, un sportif, je pense, non? Oui, un sportif. C'est une performance, même chose, ça. Exactement. Et je pense Hadi,
Enfin, c'est facile à déterminer mais le patient, mais l'objectif de la rééducation. C'est parmi les questions lesquelles le patient quand tu commences avec lui la première séance. Oui, l'objectif c'est la récupération fonctionnelle, la récupération musculaire, la guérison, le démodé et tout ça, ça c'est normal. Mais quand tu pratiques la question subjective, le patient, qu'est-ce que tu attends de la kiné? Ça veut dire انت شنو بغيتي كاين اللي غادي يقول لك انا بغيت نبدا نطلع الدروج ونهبط بلا ما نتقصح كاين اللي غايقول لك بغيت نبدا نجري 100 متر في قد وقد كاين اللي غايقول لك بغيت نبدا نلعب ماتش كامل دونك جو بونس كو هاد لا كيسيون هادي سي اون كيسيون كلي وكتعطي واحد ان بوين دو روتور اللي ديما كترجع ليه بور روتيستي لا فونكسيوناليتي en fonction ديال le besoin du patient qu'il a exprimé هو نيت يقدر يكون ان سبورتيف ودوز mais il n'est pas intéressé par la performance. غادي يقول لك justement القضيه اللي قلتي قبيله غادي يقول لك انا je veux juste maintenir mon capital santé. غادي يقول لك je ne cherche pas forcément la performance. Oui, je suis sportif et tout, mais baraka aliyam sport, je ne fais pas de compétition, donc غادي نبغي غير je veux garder mon capital santé. Donc je pense que c'est une bonne idée en fait d'intégrer justement la question subjective ديال demandez à votre patient ou à votre sportif qu'est-ce qu'il attend de la rééducation. Il est très important pour lui, et je pense que ça l'implique aussi la rééducation. Il arrive à faire le lien, mais qui n'est pas passif. L'éducation, il est actif aussi. شي مشاهدة ولا شي؟ ايه حتى هو بغى يبارتيسيبي ما قدرش نفهم لا كيسيون ديالو mais bon les chats n'ont pas de rotule واقيلا ils n'ont pas de ligament enfin ça c'est un autre la rééducation chez les félins. هنا pour l'instant Abdrahim, est-ce que tu es toujours là? تبارك الله عليك سي حمزه وسي صلاح الدين. كنعتذر على هذا التاخير وانا تابعت معكم من الاول بيان سور معكم. الوغ تبارك الله عليكم. دابا دخلنا في ديك لا بيريود ديال ان في لو سامدي الناس سامدي شادين سامدي سوار ولا سامدي نوار. الوغ كان لو نومبر ديال المشاهدين ربما قليل وتا لي كيسيون ماشي مشكل. هادشي غيبقى اون لين اللي بغى يستافد مرحبا. وموعدنا ان شاء الله في لي ويبينار الجايين في لا سيمين بروشين ومع السي حمزه بيان سور لو ساندي بروشين ان شاء الله. بطبيعه الحال كنشكروا الزملاء والزميلات اللي بقوا معنا لحد الان وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.